Août 1977, États-Unis. Ron Rosenbaum n'a pas beaucoup dormi. Il pense à son article, celui qu'il a promis à Esquire. Il a voulu s'aérer un peu, à cause de la lourdeur du climat, mais au moment d'ouvrir la fenêtre... Ron s'est fait un mug de café qu'il pose sur sa table de travail. Il déplace quelques papiers et s'assoit face à sa machine à écrire. Qu'est-ce qu'il retient ? Pourquoi il n'y arrive pas ? Il regarde ses notes du coin de l'œil, il les connaît par cœur, lues et relues. Il sait qu'il est le premier à aborder le sujet. Pourquoi ? Les autres ont eu peur ? N'ont pas osé ? N'ont pas jugé que c'était digne d'intérêt ? Pour des questions de copinage ? Pourquoi personne ne veut parler des Skull and Bones ? Ron boit une gorgée de café, repose le mug. Il avance ses mains au-dessus de la machine à écrire. Les Skull and Bones sont une société secrète étudiante fondée en 1832 par William Huntington Russell et basée à l'université de Yale. On sait finalement peu de choses concernant cette organisation, ses membres ne devant sous aucun prétexte parler de cette société. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Et pourtant, ses membres étaient nombreux. Les sénateurs Horace Ferry, William Washburn, Anthony Higgins, George Peabody Wetmore, John Patton Jr., Frederick Walcott, Robert Taft, les juges John Sterling, George Holt, Samuel Prentice, Edward Whitney, les ambassadeurs Robert McCallum Jr., David Thorne, Charles Whitehouse, les banquiers Daniel Davison, Charles Lord, Harry Whitney, les fondateurs des banques privées Morgan Stanley, Harriman Brothers et compagnie, DLG Investment, le fondateur de FedEx, le secrétaire au trésor Steve Mnuchin, Percy Rockefeller et même 2 présidents des États-Unis. Lors de la campagne pour les présidentielles états-uniennes de 2004, les 2 candidats à la Maison-Blanche, John Kerry et George W. Bush Jr., étaient tous les 2 d'anciens Skull and Bones. On sait peu de choses sur cette société secrète étudiante. Mais le peu qui s'échappe de la tombe, le lieu emblématique des Skull and Bones sur le campus de Yale, fait le récit de rituels, de mise en scène macabre et d'un étrange culte voué à Démosthène, un homme politique athénien. Des éléments qui, pris séparément, pourraient paraître anecdotiques. Mais si on les combine aux adeptes Skull and Bones, des personnes influentes, puissantes et pas seulement aux États-Unis, une inquiétude commence à apparaître. Autant de personnalités de la finance, de la justice et de la politique regroupées dans une société secrète, suivant des cérémonies à l'esthétique sombre, le 1er septembre 1977 paraît dans le magazine Esquire l'article « Le dernier secret des Skull and Bones ». Ron Rosenbaum réalise une enquête, d'abord en tant qu'étudiant lors de ses années sur le campus de Yale, puis 9 ans plus tard en tant que journaliste sur les Skull and Bones, une des sociétés secrètes étudiantes les plus anciennes des États-Unis. Le portrait qu'il dresse de cette société, ses découvertes, font le récit de rituels sombres impliquant cercueils, squelettes et tas de boue, le tout baignant dans une esthétique macabre et inquiétante. Les membres sont supposés raconter toute leur vie aux autres membres, jusqu'au moindre détail, ne gardant aucun secret entre eux. Aucun. Ron Rosenbaum évoque les menaces dont il a été la cible par un membre des Skull and Bones, ce dernier lui affirmant que la banque du journaliste était tenue par des membres de la société et qu'il pourrait se retrouver dans une situation financière difficile s'il continuait ses recherches. Il relate un autre épisode où, s'approchant de la tombe, un homme est sorti d'une voiture pour se précipiter sur lui et vérifier qu'aucune porte n'avait été forcée. Rosenbaum évoque également la présence en nombre de membres de la société au sein de la CIA, de la justice ou à des postes au gouvernement. Il est également question de famille de Skull and Bones, comme si le titre pouvait se transmettre en héritage. Les anciens membres fréquentent les membres actuels et se retrouvent régulièrement à Deer Island, une propriété privée appartenant à la société secrète. Un portrait inquiétant,
Ron Rosenbaum confie lui-même avoir eu la chair de poule lorsqu'il s'est approché la première fois de la tombe. L'article trace également d'étranges parallèles entre les Skull and Bones et les Illuminati. Le fondateur William Huntington Russell revenait d'un voyage en Allemagne, pays qui avait lui aussi des sociétés secrètes étudiantes. C'est à son retour qu'il a l'idée de fonder les Skull and Bones. Une devise en allemand figure d'ailleurs dans la tombe. Mais c'est l'esthétique des deux sociétés qui présente le plus de similitudes. L'omniprésence d'ossements et de squelettes, de visuels macabres, tout particulièrement le crâne comme emblème. Mais les Skull and Bones sont loin d'être la seule société secrète étudiante aux États-Unis. Rien que sur le campus de Yale, plusieurs d'entre elles existent depuis le 19e siècle. Berzelius, Book and Snake, Scroll and Key, Wolf's Head, St. Elmo, à Berkeley, Skull and Keys, Thorsen, The Order of the Golden Bear, à Chicago, The Owl and Serpent, à Cornell University, Sigma Phi Society, Sphinx Head, Derek St. Chris, Quill and Dagger, à Georgia Tech, The Anax Society, à Harvard, The Porcelain Club, The Fly Club, The Fox Club, Kappa Sigma ou The Owl Club. La plupart des universités aux États-Unis ont leur société secrète étudiante. Aujourd'hui, elles se nomment fraternité ou club, mais elles ressemblent à leurs anciens modèles. Les références aux fraternités dans les séries télé états-uniennes sont légion et rarement positives. Alors, si on enlève le spectaculaire des Skull and Bones, que reste-t-il ? Faisons une hypothèse. Et si l'univers des Skull and Bones était d'abord une auto-mise en scène ? Que les cérémonies sont une façade, le visuel un amusement, et que toute cette société secrète se prenne à son propre jeu, nourrissant les rumeurs et entretenant l'imaginaire qu'il véhicule dans les esprits pour nourrir sa propre mythologie. Dans son article, Ron Rosenbaum insiste. Il n'adhère pas aux hypothèses conspirationnistes. Voire elle l'agace. Il décrit, en 1977, les Skull and Bones comme une fraternité élitiste sur le déclin, et pas comme une société faisant la pluie et le beau temps sur l'économie ou la politique. Lorsqu'un ancien Bonesman l'avertit que sa banque est tenue par des membres et que le journaliste pourrait avoir des ennuis, rien ne lui arrive. Quant à la CIA recrutant des anciens membres, le profil d'une personne ayant déjà tout révélé de sa vie à d'autres personnes dans un cadre spécifique peut être intéressant pour des services secrets. Si les Skull and Bones ont pu inquiéter ou même faire peur, ce n'est déjà plus d'actualité lorsque l'article est publié dans Esquire. Dès 1966, la pop culture utilise la société secrète. L'épisode Find Funny Things de la série Batman sous-entend l'idée que l'arrière-grand-père de Bruce Wayne aurait été le fondateur des Skull and Bones. Dans les années 80, la société fait l'objet d'une satire dans la bande dessinée Doonesbury de Gary Trudeau. À partir des années 2000, les références se multiplient. The Great Gatsby, avec Leonardo DiCaprio, sous-entend l'idée que deux des personnages principaux sont des Bonesmen. Les séries Les Simpsons et The Good Shepherd font des références à la société. Une trilogie cinématographique naîtra entre 2000 et 2004, The Skulls, dont le scénario repose sur toutes les rumeurs possibles concernant les Skull and Bones. S'il y a de nombreuses sociétés secrètes étudiantes rien que sur les campus états-uniens et certaines plus anciennes que les Skull and Bones, pourquoi cette dernière est la plus connue et la plus sujette aux hypothèses du complot ? Et si c'était justement sa narration ? La journaliste Alexandra Robbins, une ancienne membre de Scroll and Key, a écrit sur les sociétés secrètes étudiantes et en particulier sur les Skull and Bones. Dans son livre Secrets of the Tomb, Les secrets de la tombe, elle explique que ces sociétés sont le plus souvent à l'origine même des rumeurs les concernant. L'une d'elles veut que les Skull and Bones possèdent les crânes du révolutionnaire Pancho Villa et celui du chef Geronimo en guise de trophée. Ils sont également à l'origine de l'hypothèse du complot voulant qu'ils contrôlent la CIA. La société envoie beaucoup de poudre aux yeux, et au plus profond d'eux-mêmes, les gens aiment croire aux conspirations. Et ils aiment croire que les sociétés secrètes sont plus fortes qu'elles ne le sont réellement. Les Skull and Bones ont forgé leur mythologie et la réputation qui les entoure. L'esthétique macabre était courante dans le 19e siècle allemand,
Et il est possible de supposer que William Huntington Russell ait été fasciné par cet univers qui l'a ramené aux États-Unis. Les crânes et les ossements sont une façade, et la devise allemande ornant la voûte de la tombe figurait déjà sur un tract écossais anti-illuministe en 1798. Quant aux différentes rumeurs concernant les Skull and Bones, les anciens membres s'en amusent, parfois explicitement. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about What it. does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm wild. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets. Ron Rosenbaum évoque le fait que les Bonesmen ont plutôt tendance à se confier. Parfois à demi-mot, sous la forme de fausses menaces, ou en plaisantant. La menace apparaîtrait presque comme une forme d'entretien du mythe de la supposée toute-puissance des Skull and Bones, qui entretiendraient leur propre légende comme un folklore moderne. Concernant les parallèles établis entre la société secrète étudiante et les Illuminati, l'auteur de l'article conclut en remettant en question l'honnêteté du témoignage à l'origine de cette affirmation. Il s'agirait d'un pamphlet de la fin du XIXe siècle, rédigé par un groupe d'anonymes autoproclamés File and Claw, qui affirmait avoir infiltré la tombe. Pamphlet que Rosenbaum considère comme probablement frauduleux. Sans le mystère qui les entoure, les Skull and Bones sont une société secrète dont on connaît les membres et les secrets. Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. C'est surtout un réseau. Qui plus est, un réseau situé à Yale, une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Statistiquement, il apparaît comme logique de trouver au sein d'une fraternité, elle-même située sur un campus réputé, des futurs hommes d'affaires, hauts fonctionnaires, représentants de la justice, patrons d'entreprise et pourquoi pas des futurs chefs d'État. Rosenbaum mentionne dans son article le rejet d'un possible gendre juif, pourtant membre de la société, par une famille de Bonesmen. Bien qu'accueillant des membres juifs, homosexuels ou des personnes de couleur, les Skull and Bones versent souvent dans la plaisanterie antisémite ou la potacherie raciste, comme en atteste la légende voulant qu'ils aient réussi à voler et garder en trophée le crâne de Geronimo. Le fondateur des Skull and Bones avait une vision presque eugéniste de la bourgeoisie. Il défendait l'idée d'une éducation sexuelle des jeunes hommes afin qu'ils ne tombent pas amoureux de la première arriviste ou de la première ouvrière venue. La société secrète apparaît plus comme un entre-soi élitiste, plutôt conservateur, nourrissant son propre mythe, voire se prenant à son propre mythe, ne fréquentant que les siens et ne travaillant qu'avec les siens, plutôt que comme une secte d'adorateurs de démons ou une société souhaitant dominer le monde. Cet entre-soi est loin d'être propre aux Skull and Bones. Caractéristique des classes sociales supérieures, on le retrouve dans de nombreuses grandes écoles et universités. Parfois de manière ciblée, comme avec les fraternités ou les clubs étudiants, ou dans des disciplines plus spécifiques. Ces établissements mettent même en place le réseau des alumni, les anciens, souvent prétexte à du recrutement professionnel. Cet entre-soi devient réseau, et à travers ce prisme, il n'est plus si étrange ou curieux de retrouver les mêmes noms ou les mêmes parcours dans les conseils d'administration, la politique, les grands médias ou le monde des affaires. Appliquons le même traitement aux hypothèses conspirationnistes qu'aux Skull and Bones. Si l'on retire la dimension spectaculaire du satanisme ou de la volonté de dominer le monde que le conspirationnisme attribue aux Bones, il reste la dénonciation d'une minorité de personnes puissantes ou influentes que l'on devine peu soucieuses de qui ne lui ressemble pas, qui ne fait pas partie de son monde. Apparaît alors, derrière le caractère parfois fantaisiste de certaines hypothèses du complot, des critiques déguisées. Critiques du système socio-économique actuel, critiques de certains entre-soi privilégiés, mais aussi des critiques de la gestion d'un pays ou d'un événement. À travers les Skull and Bones, les Illuminati ou l'influence attribuée aux Rockefeller, il y a une forme de critique du capitalisme, de ses effets et de la connivence entre les politiques, les médias,
avec le monde des affaires et des lobbies. À travers la crainte des vaccins, il y a une méfiance à l'égard des entreprises pharmaceutiques, monnayant ce qui ne devrait jamais être monnayé, la santé. À travers l'hypothèse de la Terre plate, il y a une perte de confiance à l'égard des sciences. Et quand on voit l'attitude de certains vulgarisateurs, on ne s'étonne qu'à moitié. Toutes les hypothèses du complot ne sont pas forcément des critiques cachées. Mais si l'on va au-delà des éléments spectaculaires, il est possible de faire une distinction entre une éventuelle critique du capitalisme et un antisémitisme ou un racisme grossier. Ce qui fait la force de la fiction, c'est la suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité, c'est ce qui nous fait accepter les vampires, les immortels, les seigneurs du mal, les anneaux magiques, les sortilèges et les super-héros comme des éléments possibles au sein d'une narration. Cette suspension d'incrédulité se retrouve dans le conspirationnisme. Aussi surréaliste, absurde ou grandiloquente que les hypothèses du complot puissent apparaître à un regard extérieur, elles sont parfaitement crédibles pour la personne qui adhère à ces hypothèses. Cette suspension d'incrédulité, sortie du contexte de la fiction, se retrouve en partie dans le biais de confirmation ou le fanatisme. Vous pouvez vous épuiser à me prouver que les vampires n'existent pas, vous ne m'empêcherez pas d'apprécier Blade ou Dracula. De la même façon, les arguments ne tiennent pas face au fanatisme et sont ignorés par le biais de confirmation. Le conspirationnisme avance par vagues, se faisant oublier pour revenir, sinon plus fort, au moins plus visible. Ces vagues correspondent à des époques, à des changements de société ou des événements bouleversants. La pop culture, bien que permanente et omniprésente, est elle aussi sujette à des flux et reflux similaires. On les appelle courants, phénomènes de mode, thèmes récurrents. Le conspirationnisme et la pop culture évoluent en parallèle, se nourrissant parfois l'un et l'autre. Si les hypothèses du complot ont été pendant quelques décennies plutôt cantonnées à quelques groupes minoritaires dans la société, elles connaissent une explosion vers la fin du 19e siècle. C'est également à cette période que commencent à émerger les prémices de la pop culture. Cette culture populaire qui dépasse les frontières, avec le succès grandissant des romans policiers et d'espionnage. Romans qui vont influencer le conspirationnisme dans leur structure et leur représentation. Mais à cette différence, la pop culture, la fiction, sont des narrations conscientes de l'être. En témoigne le jeu que certaines œuvres font avec le quatrième mur, la frontière imaginaire entre les interprètes et les spectateurs, ou la personne ayant écrit un livre et son lecteur. Pour le formuler rapidement, cette pleine conscience d'être une narration et de se présenter comme telle fait de la pop culture un divertissement. Une narration, qu'elle soit fictionnelle ou non, n'est pas neutre. Même derrière un récit qui pourrait nous paraître absurde ou aberrant, il y a un fond. Car une narration sert toujours un propos. Les narrations ont été inventées pour servir un propos. Les premiers membres de l'humanité cherchaient à expliquer des phénomènes alors inexplicables, ou s'extraire de leurs conditions en imaginant des vies plus grandioses que celles de chasseurs-cueilleurs. La narration de fiction a pour but de divertir, par la catharsis, le rire, la peur ou l'évasion. Quelquefois, la fiction se fait aussi porteuse d'un message, et une même narration se voit alors servir plusieurs intentions. La politique est aussi le sujet de nombreuses narrations. Le roman national, cette réécriture de l'histoire qui ne garde des grandes figures et des grandes batailles que leur aspect glorieux, pour ne pas dire positif, tout en refusant de reconnaître ce qui pourrait venir entacher le drapeau. La plupart des idéologies politiques sont des narrations, venues justifier une organisation de la société, ou à l'inverse, proposer d'autres formes d'organisation. Affirmer que l'on est sujet d'aucune idéologie, d'aucun biais, est également une narration. Une narration que l'on se raconte à soi-même, pour se rassurer ou se conforter dans ses idées, ou que l'on affirme aux autres pour donner du poids à son discours. Être apolitique dans un système, c'est être du côté de ce système. De même qu'en miroir du conspirationnisme, il y a l'anti-conspirationnisme. Balayer d'un revers de la main tout discours, tout travail, en lui apposant le stigmate de conspirationniste, est le reflet du conspirationnisme le plus extrême. Celui qui ne veut rien savoir. Les conspirationnistes peuvent même faire preuve de plus d'esprit critique que certains anticonspirationnistes.
Les institutions, les politiques et même les États peuvent mentir, ou au moins falsifier une partie de leur discours. Il en va de même pour d'autres institutions, ou même des scientifiques. Ces derniers sont aussi sujets à des biais, comme toute personne. Une croyance inflexible dans les discours et institutions officielles n'est pas plus souhaitable que son rejet systématique. On peut toujours se réfugier derrière l'idée que les faits sont plus forts que n'importe quelle subjectivité. Mais le conspirationnisme et la désinformation se servent également des faits. Hors de son contexte, un fait ou une donnée scientifique n'a pas forcément de sens. Dans la lumière la plus totale, on ne voit pas mieux que dans l'obscurité la plus complète. Une narration sert toujours un propos, mais pas forcément celui que l'on pense. Une même narration peut servir plusieurs propos, et deux narrations très différentes peuvent tendre vers un but similaire. Nous pouvons adhérer à une narration dans un but qui nous est propre, et pas celui qui était pensé par là ou les personnes à l'origine d'une narration. Le conspirationnisme n'est pas une narration, mais plusieurs narrations, avec plusieurs intentions et plusieurs adhésions. Le conspirationnisme n'est pas un monolithe, mais une mosaïque. Il n'y a par conséquent pas de profil conspirationniste type. La question n'est donc pas de savoir qui adhère aux hypothèses conspirationnistes, mais pourquoi on adhère. Derrière le cynisme, derrière le fanatisme qui peut nous pousser à défendre envers et contre tout une hypothèse du complot, derrière la dénonciation d'un imaginaire comme mode d'action, il y a un besoin de redonner du sens aux événements, une perte de confiance et de repères, du ressentiment et un besoin de trouver une sensation de contrôle sur ce qui nous entoure. En dénonçant un complot dont on a dessiné mentalement les contours, en révélant un secret imaginé, en traçant ses propres traits sur une carte du monde, on se donne l'illusion de reprendre le contrôle, d'être plus fort que ceux qu'on imagine nous dominer en se disant « j'ai fait ma part ». On simplifie les explications du monde pour les rendre, sinon compréhensibles, au moins acceptables. Le conspirationnisme croit à la volonté politique, que chaque événement a été imaginé et réalisé selon un projet, et que tout a été mis en œuvre, ne laissant rien au hasard pour atteindre ce même événement. Il croit à la responsabilité active de chaque personne publique, homme d'affaires, politicien ou tout autre poste au sein d'un système. Le conspirationnisme ne croit pas à l'irresponsabilité des marchés financiers, à l'incompétence ou au cynisme des institutions et des politiques. Il ne croit pas au hasard ou aux coïncidences, effaçant parfois les notes dissonantes à son raisonnement pour ne garder qu'une harmonie factice, mais plaisante. On adhère au conspirationnisme par questionnement, trouble, voire crise existentielle. Le conspirationnisme investit ces troubles avec des narrations attirantes ou rassurantes. Tout comme le fascisme ou les sectes profitent de ces mêmes troubles. C'est dans l'incertitude des uns que s'imposent les cris des autres. Les sciences nécessitent du temps de compréhension et certaines causes politiques du temps d'investissement. Adhérer à une narration conspirationniste, ou n'importe quelle narration, c'est aussi se redonner un sentiment d'appartenance. À l'époque où quelques tribus traversaient la planète de long en large, le sentiment d'appartenance était simple. Puis sont venues les langues, les cités, les territoires, les religions et les nations, qui se sont mises à crier toujours plus fort leur sentiment d'appartenance. Le mythe de l'identité unique est encore aujourd'hui profondément ancré dans les consciences. Et le fait de trouver un sentiment d'appartenance dans plusieurs groupes, ou des sentiments d'appartenance temporaires, est difficilement accepté, même pour notre propre personne. En résulte une forme de dissonance, un sentiment de perdition et d'impuissance. Lorsque nous avons un sentiment d'impuissance, lorsque nous ne comprenons pas, nous trouvons une explication. L'humanité naissante, n'ayant pas encore de connaissances en physique-chimie ou en thermodynamique, s'est imaginé que l'orage était une divinité en colère, frappant la Terre de la foudre. Avant chaque découverte scientifique, il y avait une narration. Se recréer un monde mental ou adhérer à un autre univers sont des formes de refuge ou des façons de se rassurer. Réimaginer le monde, c'est se donner une emprise, un pouvoir dessus. Les mondes de la pop culture sont vastes et pluriels. Aussi, nous pouvons choisir le monde qui nous plaît, les mondes qui nous plaisent. Il est rare de n'aimer qu'une seule chose, tout comme il est rare de ne croire qu'à une seule idée.
On peut toujours tenter de contrer la narration conspirationniste avec une autre narration. Mais rapidement, la conversation risque de se transformer en duel d'arguments sans fin, où l'on restera persuadé par ses propres idées. Le problème de fond est plus vaste. Dans un contexte de système politique et économique défaillant et injuste, de médias anxiogènes et de destruction de l'environnement, le fond du problème du conspirationnisme n'est pas de savoir si oui ou non les Illuminati existent. Essayer de changer la narration d'une personne conspirationniste, c'est rester à la surface et devoir recommencer à chaque individu. C'est en touchant au problème de fond que l'on peut vraiment changer les choses. Combattez le complotisme, renversez le capitalisme. Si on ne cherche pas à comprendre pourquoi une personne adhère à une narration conspirationniste ou une narration tout court, on restera pris au piège d'une illusion de débat où personne ne s'écoute vraiment. La bataille d'arguments est rarement efficace. Détruire les convictions d'une personne peut peut-être la faire changer d'avis, mais vous risquez surtout de braquer cette personne et la renforcer dans ses convictions, aussi dissonantes qu'elles puissent être. Le mépris ou la condescendance, parfois déguisés en bienveillance, ne sont pas non plus d'une grande aide. On ne renforce que sa propre estime en rabaissant les autres. Adhérer à une narration n'est pas une mauvaise chose. Il faut bien dire le monde. Il n'y a pas de bonne raison de croire, peu importe l'idée. Mais chaque personne a ses raisons de croire, ou au moins d'adhérer à une narration. Le réenchantement du monde par le conspirationnisme ou la pop culture agissent comme des mythologies contemporaines. Leurs images ont un impact, même inconscient. Même si nous avons conscience que la pop culture est une narration, elle nous influence malgré tout. En reprenant les codes d'autres narrations, elle plante des graines dans notre esprit. Aussi, la pop culture n'est pas que du divertissement. Aussi superficielle qu'elle puisse paraître à certaines personnes, la pop culture est politique. Elle représente d'autres mondes, donc des rapports entre personnages, des systèmes politiques et économiques, d'autres modes d'organisation. Elle montre des corps, des personnages, des héros, des anti-héros, voire des antagonistes auxquels nous nous identifions. La pop culture est politique parce qu'elle nous montre et comment nous la percevons. Les représentations de fiction, consciemment ou inconsciemment, nous façonnent, nous influencent, et pas seulement pendant l'enfance. Il apparaît alors nécessaire de questionner notre rapport à la narration. Qu'elle vienne d'une série télé, d'un jeu vidéo, d'un roman, mais également d'un récit politique, d'un essai philosophique ou d'un documentaire. Un discours est un récit politique, une façon de voir les choses, de dire les choses, encore plus devant un public, qu'il soit réel ou virtuel. La narration, peu importe son médium, nous marque. Légèrement, profondément, immédiatement ou sur la durée. Nier cet impact peut avoir de lourdes conséquences, car personne n'est immunisé à la narration. Nous sommes des êtres de narration. C'est probablement ce qui nous différencie véritablement des animaux non humains. Nous aimons les histoires, qu'on nous raconte quelque chose, même si l'on prétend le contraire. Même les plus cyniques, les plus nihilistes ou les plus factuels adhèrent à au moins une narration. Les histoires font partie de notre spiritualité, de ce qui fait notre esprit, notre immatérialité, car nous ne sommes pas que des enveloppes organiques de chair et d'os. Les histoires nourrissent cet esprit. Et comme avec toute nourriture, nous aimons ce qui nous conforte, ce qui nous transporte. Nous aimons les grandes histoires et les petites histoires. Nous aimons les histoires riches et les histoires simples, les histoires régressives, les histoires qui nous surprennent, qui nous intriguent. Les narrations ne se limitent pas aux fictions du cinéma, de la littérature ou de jeux vidéo. Elles sont des manières de dire le monde ou la société. Elles peuvent servir un propos, une idéologie, une politique ou un commerce. C'est le verre d'eau qui fait passer la pilule, car tout passe mieux avec une narration. Si on enlève la narration, si l'on se débarrasse du spectaculaire, si on se défait de la fiction, qu'est-ce qui nous est dit ? Les histoires sont faites par des humains façonnés par leur époque et leur environnement, et leurs histoires en sont les fruits. On nous dit toujours quelque chose.
Le slogan partout affiché. La réalité est un mythe. L'engouement pour les drogues hallucinogènes, pour l'astrologie et les sciences occultes, la recherche du sensationnel, de l'extase et des expériences inoubliables, les attaques contre la science, la conviction de plus en plus répandue que l'homme a perdu la raison, reflètent l'expérience de masses d'individus normaux qui s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus faire face au changement et garder leur équilibre. Alvin Toffler, Le choc du futur.